Hyundai, Jeanlin Automobile à Échirolles vous présente Grand Air. Respirez à fond, c'est Grand Air, le magazine de la montagne et des sports de pleine nature de Télé Grenoble. Aujourd'hui, avec nos invités, on va s'envoler au Brésil pour un record mondial en parapente. Décoller des sommets mythiques des Alpes, revenir sur le parcours d'un alpiniste surdoué et embarquer avec un musher isérois sur l'épreuve la plus difficile des Alpes. Et pour nous guider dans ces différents univers, j'ai à mes côtés Christophe Hassler. Bonjour. Bonjour. Vous êtes musher originaire de Tullin dans l'Isère et vous allez bientôt affronter la Grande Odyssée, la référence dans les courses de chiens de traîneau. Vous n'allez pas l'affronter tout seul, hein. Vous êtes venu avec Fjord, c'est ça ? Un de nos petits compagnons, oui. Voilà, qu'on ne voit pas, mais qui va venir se présenter devant la caméra. Ah, il a un petit peu peur, il est un petit peu intimidé, Fjord. Voilà, il est là. Il est là, le chien de tête de l'équipage de Christophe. On parlera tout à l'heure de traîneau à chien. On a également sur ce plateau Katia Lafaille. Bonjour. Bonjour. Lafaille, c'est un nom bien connu dans le milieu de la montagne, puisque votre mari, Jean-Christophe, a été l'une des figures de proue de l'alpinisme mondial dans les années 90 jusqu'à sa disparition en 2006. Vous êtes montagnarde et aventurière dans l'âme et vous êtes venu avec Julien Hérillier, à moins que ce soit l'inverse. Bonjour Julien. Bonjour. Vous êtes un des fers de lance de la nouvelle génération d'alpinistes, adeptes du solo, mais également parapentistes de haut niveau. Et on va démarrer cette émission en partant dans les airs avec votre duo, puisqu'il y a quelques semaines, vous avez battu le record du monde de vol en tandem. Pour faire un vol en tandem, il faut être deux. C'est vous, Katia, qui avez joué le rôle du passager sur cette aventure, hein. Oui, et puis c'était un très bon rôle. J'aurais pas voulu être à la place de Julien. C'était très bien. Alors, dans ce genre d'aventure, Julien, un vol en tandem au long cours, il faut bien choisir son partenaire parce qu'après, on passe de nombreuses heures Primordial. avec. Le choix de Katia, comment s'est fait votre rencontre ? Ça m'a semblé assez logique. Katia, on s'est rencontrés, tout simplement en fait, hein, comme ça. Puis on a tout de suite accroché. Je connaissais un peu le parcours de Katia. C'est une aventurière. Je me suis dit que ça pourrait bien lui correspondre parce que c'est franchement aventureux de tenter un record de ce type. Alors, voler à deux pendant plusieurs heures, ça demande, j'imagine, une certaine organisation. Le pilote, donc, si je comprends bien sur ces images, il est derrière, hein. C'est pas comme en voiture. Oui, c'est ça. Le pilote est toujours derrière, en biplace. Et donc, du coup, on a un petit peu d'angle mort devant. On n'a pas une vision totale de ce qu'il y a devant nous. Et la position est plutôt aérodynamique comme ça aussi. Donc, nous, on volait en plus. Là, on était dans un cocon, donc c'est profilé. Et, c'est assez confort. On passe 10 heures en l'air, donc il faut que ce soit confort. Katia, on peut prendre les commandes dans un cas comme ça ou vous faites entièrement confiance à Julien ? C'est indispensable. La confiance, je crois que c'est vraiment la base. Comme je disais souvent, j'ai l'habitude de gérer mes propres aventures et de prendre des décisions. Là, c'est vraiment 100% confiance en Julien. Je peux prendre les commandes, elles sont un peu hautes, mais c'était pas nécessaire. Il était vraiment dans le voilà. Non, mais il était vraiment dans le pilotage, dans son élément, et il fallait, je pense, qu'il reste connecté lui à son pilotage et moi à mon rôle et à gérer tous les petits à côté. Vous faites du parapente de façon autonome de votre côté ? Oui, je me suis écrasée un petit peu fort assez souvent. Donc maintenant, je reprends. Mais oui, je suis parapentiste, oui. Alors là, on voit d'autres images, toujours en binôme de tous les deux, puisque ça peut se pratiquer aussi l'hiver, hein, sur neige, avec un décollage, Julien, sur les skis dans ce cas-là. Oui, là, à ski sur un sommet au-dessus de chez moi où on s'entraîne régulièrement. Et c'est bien pratique de pouvoir décoller à ski aussi. C'est un autre type de décollage bien sympa. J'imagine qu'on tient moins longtemps en l'air l'hiver que l'été. Ouais, le but est simplement de descendre de la montagne. Là, on n'a pas d'ascendance dans ce genre de cas de figure, mais c'est vraiment très fun et on peut parcourir, aller repérer aussi l'état des faces comme ça, donc c'est très pratique. On peut survoler des zones dont on n'a pas accès habituellement, donc c'est super, le vol à ski, très fun. Et on fait beaucoup de passages près de la neige, à terre.
c'est très joueur, le vol à ski. Ouais, je pense que les sensations doivent être assez fortes quand on frôle comme ça le relief. Ouais, c'est très sympa. Puis on retouchait un petit peu de temps en temps la neige, donc c'était très 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 sympa. Puis on a vraiment une dimension de vitesse, comme on est proche du sol, et c'est assez. C'est grisant. Ouais, c'est assez grisant. Ouais. Alors, on va quitter pour l'instant la vallée de Chamonix, on y reviendra tout à l'heure. Et on va partir au Brésil où vous avez réalisé ce vol. Pourquoi le Brésil ? C'est un des lieux les plus propices pour ça, parce que c'est un lieu de plaine, en fait, seulement avec de tout petits reliefs, et donc très propice aux ascendances. Et il y a du vent à peu près régulier toute l'année qui nous pousse dans le même sens. Donc ça augmente notre vitesse. Donc ça nous permet de voler plus loin et plus longtemps, en fait. Après, il y a un ensoleillement maximal parce que c'est très proche de l'équateur. Donc voilà. Alors pour voler longtemps, vous avez volé 9h42, je crois. Sur ce vol-là, oui. 363 km. Oui, c'est un peu moins de 10 heures. Oui. La meilleure performance mondiale en binôme. Pourtant, quand on voit les images du décollage, alors ce ne sont pas celles-là. Celles-là, on les verra tout à l'heure. Mais quand on voit les images du... Voilà. Alors voilà, ça sont les images du décollage. On a l'impression que vous n'allez pas aller bien loin. Hein. Oui, en effet, oui. Non, c'est très, très impressionnant. Là, la première heure consiste déjà à se mettre en l'air en sécurité, ce qui n'est pas gagné parce que le vent est très fort. On est assisté, comme vous voyez sur les images au décollage. On se met en attente après, pendant 1 heure. On attend que les ascendances nous permettent de monter plus haut. Et on décide à un moment un peu clé, arbitraire, de partir dès qu'on est assez haut. Et là, on se jette derrière le décollage et il n'y a pas de ticket retour. Après, on part poussé par le vent et tout le reste du vol, on sera poussé par le vent. Et dans de la turbulence souvent aussi, parce que en fait, beaucoup de vent veut dire de la turbulence aussi. Alors, moi, j'avais l'impression que plus on partait haut, plus on avait de chances d'aller loin. C'est pas le cas. Si, c'est exactement ça. Mais comme il est 7 heures du matin, là, les ascendances au début nous permettent de monter à 500, 600 mètres sol, donc à peu près à 1000 mètres d'altitude, ce qui n'est pas beaucoup au début. Donc les 2 premières heures de vol, ce sont vraiment de la survie très près du sol. Donc ça détermine le reste du vol. Si on arrive à rester en l'air les 2-3 premières heures, après on monte à 1500, 2000, puis même 3000 en fin de vol. Donc on a toujours plus de marge, plus la journée continue en fait. Les ascendances, comment on les repère là, dans un ciel comme ça ? On déduit, c'est de la déduction que de l'expérience. On regarde les nuages, ils nous aident beaucoup. Hein. Ils matérialisent là, tous les nuages qu'on voit à l'image, ce sont des cumulus et ils ont été créés par des ascendances. Donc on essaie de trouver, de se mettre sous des rues de nuages en fait, on suit des alignements. Et le ciel, vraiment, on apprend une lecture du ciel. Et après, au sol, pareil, on étudie le sol, on vise les zones de contraste, les zones un peu humides, on sait que c'est propice au déclenchement d'ascendance. C'est que de l'expérience, en fait. Et on sert des oiseaux aussi, énormément. Katia, c'était un de ses rôles en l'air, elle devait repérer les oiseaux. Trouver les oiseaux, ouais, exactement. Oui, les oiseaux, ouais. Des fois, c'était un peu tendu, parce que quand on est proche du sol et qu'on ne voit pas les oiseaux... Je crie, Katia, ils sont où les oiseaux ? Tu vois des oiseaux ? Et ils battent des ailes ou pas ? Oui. Et s'ils battent pas des ailes, ça veut dire qu'ils sont dans une ascendance. Exactement. Ils sont en transition, ouais. Ouais, et des fois, ça nous a sauvés, mais plein de fois. On voyait une colonne d'oiseaux, en fait, et donc on fonçait dessus, on allait se mettre dessous, et ça marche à tous les coups. À tous les coups. Le plus près du sol que vous ayez fait avant de repartir 50 mètres sol. Ah oui, donc c'était vraiment... Ouais. Sur le vol du record, je crois qu'on fait un 50 mètres sol à un moment. Au pied du plateau, au kilomètre 200, très très bas. Ouais. Alors, si vous avez réussi cette performance extraordinaire, c'est aussi en partie grâce à l'évolution du matériel. Il y a quelques années, même avec tout le talent que vous avez, c'était impossible de faire un vol aussi long. Oui, bien sûr, les ailes volent beaucoup mieux maintenant. Elles nous permettent, elles ont un taux de chute, donc une vitesse de descente qui est bien meilleure qu'il y a 10 ans. Donc on arrive à temporiser un petit peu plus et se donner le temps parfois de trouver une ascendance. Donc oui, la performance est vraiment très très importante et a beaucoup progressé. Ouais. 10 heures en vol, à rien faire, entre guillemets, Katia, c'est pas long ? Ah non, en fait, c'est à la fois long et à la fois rapide. Non, parce que je faisais énormément de choses. En fait, il y a le pilotage. Donc, Julien pilote. Dans ces moments-là, en général, quand il pilote, c'est que c'est assez turbulent. Donc, on est concentré. C'est quand même... on est présent, hein, on n'est pas ailleurs, on est vraiment là. Et donc le temps passe, on n'a plus du tout de rapport au temps. Et après, dans les phases un petit peu plus calmes, je donnais à boire, à manger à Julien pour qu'il se réalimente en sucre. J'ai fait aussi beaucoup d'images. Beaucoup aussi. Ouais, énormément d'images. D'ailleurs, on a pu faire notre film, on peut faire notre film, et vous pouvez avoir ces images parce qu'en l'air, on a fait des photos, on a fait des images. Enfin, ça, je m'en occupais. Regarder les oiseaux, trouver les oiseaux, observer. Le temps passe vite. Donc bien le temps passe vite, ouais. C'est plus rapide qu'un Genève-Los Angeles en non, avion. On voit pas le temps passer. On est posé, on est épuisé après, mais on n'a pas vu le temps passer. C'est un partage en fait d'activités aussi. Hein. On se répartit les tâches, partage de tâches en l'air. Ouais. Alors, on va vous voir d'ailleurs dans les dernières secondes de votre vol, le moment de l'atterrissage. Vous aviez donc
forcément pas choisi l'endroit ou... Là, on a choisi l'endroit le plus dégagé. Si vous voyez tout autour, c'est de la forêt. Ouais, ouais. Et ça, c'était un de nos premiers vols. C'est pas le vol du record, celui-ci. C'est un des premiers gros vols de plus de 300 qu'on ait fait sur ce séjour. Et oui, on était vraiment fatigués. Et là, on avait le choix de se laisser planer un peu plus loin. Mais après, on risquait de poser dans une zone boisée. Donc, on a préféré aller sur cette coupe. Et en fait, il s'est avéré que le sol était quand même pas... nous a accueillis, était jonché de branches. Et comme les jambes, on a du mal à tenir debout après 10 heures de vol, en fait. On est bien arrivé, hein, mais c'est le temps de se remettre face au vent aussi. Parce que ça, il faut le faire. Attention, on pose et on décolle toujours face au vent pour diminuer notre vitesse. Ouais, le retour au sol, c'est toujours spécial. Hein. C'est un moment... c'est un autre voyage, en fait. On est un peu ivre, en fait, et quand on retouche, on arrive sur du dur, ça fait bizarre. Il faut reprendre goût avec le pied sur le sol. Il faut aussi redescendre de l'altitude. On vous voit là quelques secondes après. Chacun est encore un peu dans son monde. Hein. Ouais, complètement. Ouais, là, il y a... Katia, elle essaye de trouver des mots, mais ça vient pas. Là, c'était chaud, en fait. On avait une petite frustration sur ce vol-là, on va dire. Il venait de se passer quelque chose d'assez... Ouais, on avait dû poser un peu prématurément sur celui-ci, mais... Donc, il y avait... une petite colère qui était sortie, pas envers Katia, envers les conditions. Donc c'était un peu de tension qui se libérait là. Il y a une équipe qui vous suit pendant le vol. Vous aviez une logistique derrière? Alors, oui, mais par Internet. Enfin, après, explique si tu veux. Non, il avait une petite balise au spot qui nous traquait. Enfin, les voitures pour venir nous récupérer la voiture, voyaient à peu près où on était. Et ensuite, nous, on essayait à pied de sortir de là où on était, déjà de retrouver un bout de piste, un bout de route, et puis de se positionner le plus proche possible, enfin de se rapprocher de la voiture qu'elle est nous. D'une piste ou d'un axe. Voilà, mais ça, c'était via la petite balise de spot. On est traqué par satellite, en fait. Et ça, c'est une révolution aussi. Ça nous permet de faire ça assez d'être localisé précisément et de pouvoir, en cas de problème, avoir tout de suite une... Il y a un recours assez rapide, Et après, il faut rentrer, parce qu'après, ce qu'il y a, c'est une autre aventure. C'est-à-dire qu'il y a 5, 6, 7 heures de route, parce que par les airs, on a peut-être fait 350 km. Mais par la route, c'est beaucoup plus long. Mais on en rajoute 200 par la route. Kilomètres, on revient au petit matin, enfin tard dans la nuit, et parfois, on repart quelques heures plus tard, même pas, et on recommence. C'est un boulot, c'est pas du tourisme. Bon, et c'est un record. C'est ça. Que vous allez conserver, j'imagine, quelques temps, parce que c'est pas donné à tout le monde. On va essayer. Et on va essayer d'en battre d'autres, parce qu'il y a plusieurs types de records. Celui-ci était le goal déclaré. C'est un des types de records, en fait. Et il y en a plusieurs autres qu'on va tenter de rebattre aussi. On va y retourner. On va y retourner. Très bien, on vous suivra. Julien, le parapente, ça ne vous sert pas uniquement à battre des records, ça vous sert aussi à grimper en montagne. J'ai quelques images de vous, pas loin du sommet du Mont Blanc. Je crois que vous allez même le survoler dans quelques instants. Ça aussi, ce sont des vols assez rares, d'être capable de monter à près de 5000 mètres d'altitude. Oui, ce sont des conditions très particulières. Hein. Ça s'est produit quelques fois dans l'histoire depuis que le parapente vole bien, à de bonnes performances, peut-être 3 ou 4 fois. Donc il faut des conditions d'ascendance qui nous permettent de monter à plus de 4008 pour aller espérer survoler le Mont Blanc. Et ça se fait au mois d'août en général, dans les périodes caniculaires, quand il y a beaucoup de chaleur, beaucoup d'énergie. Ce sont des moments privilégiés. Hein. Moi, ça reste des instants gravés. On a l'impression qu'on est à la limite de l'atmosphère. Là, on voit d'ailleurs une très nette démarcation. Cette fois-ci, on s'y est pas posé. Ça, c'était en 2012, on était seul, parce qu'on était en basket. Et j'ai pas voulu le tenter, parce qu'il était tard le soir. Il était 7 heures, là, en plein été. Et on n'était pas équipé pour ça, donc j'ai pas voulu poser cette fois-ci. Bon, on a posé d'autres fois en biplace et en solo, mais là, j'essaie de communiquer avec les gens qui sont sur l'arête pour leur demander d'où vient le vent, pour savoir si j'ai une chance de pouvoir redécoller en sécurité derrière. Et comme j'avais pas des réponses très claires, on a dit pris le risque. Ce coup-ci, on le tente pas. Oui, parce que redescendre le Mont Blanc en basket en fin de journée, c'est pas conseillé. Pour un alpiniste, c'est pas terrible. Non, ça, j'accepte pas. Vous avez volé des fois à la limite du raisonnable? Oui, bien sûr. En venant de la compétition, on a toujours poussé un peu plus. De toute façon, les expériences, on les fait comme ça, comme en montagne. Il faut chercher un peu la limite pour savoir où se situer, puis pour comprendre comment ça fonctionne. Et pour prendre moins de risques, il faut être allé parfois un petit peu au-delà. Je pense que ça fait partie du jeu. Alors, le jeu, vous l'avez joué aussi dans les montagnes iséroises. On voit là, pour ceux qui connaissent, la face sud de la Meije avec son glacier carré. C'est cette tache de neige suspendue à 3000 mètres d'altitude. C'est déjà compliqué de la remonter à pied, mais vous, Julien, vous l'avez testé, on le voit avec votre voile. Hein. Oui, c'était un grand moment partagé avec un ami, Kevin, là, qui a décollé juste avant moi. Là, et on a eu la chance de décoller sur ce sorte de névé glacier bien incliné au pied du sommet en fait, de la Meije. Ouais.
Et c'était assez tendu, parce que le vent était fort. Bon, les ailes actuelles nous permettent aussi ça, hein. La monosurface qu'elle a, elle pèse 1,5 kg. C'est vraiment une aile exceptionnelle. Ça a révolutionné l'alpinisme et le parapente en montagne. En fait. C'est le genre de décollage, on a le droit qu'à un essai. On peut Oui, pas, sur celui-là, on ne peut pas se permettre de se rater, parce que la neige est dure. Donc dès qu'on prend de la vitesse, on ne s'arrête plus après. Hein. Il y a un moment, j'imagine, très jubilatoire quand on décroche comme ça d'une montagne où normalement il faut plusieurs heures pour pouvoir redescendre, et vous en quelques minutes, on le sent d'ailleurs à chaque fois, il y a un moment d'explosion. Oui, là je joue pas, c'est vraiment, ça sort naturellement parce qu'on sait que c'est fini en fait. On sait qu'à partir du moment où on est en l'air, le stress peut redescendre. Moi, avec le niveau que j'ai en parapente, ça me fait pas peur. Une fois que je suis sous le parapente, en fait, c'est gagné. C'est gagné. C'est gagné. Donc là, tout se libère parce qu'on est quand même tendu les secondes qui précèdent, même les minutes, parce qu'on sait jamais si on va réussir à décoller. Là, je fais un petit coucou aux cordées, en fait, qui étaient juste en dessous. Qui eux en ont encore pour oui, je sais qu'eux, le soir, ils seront au refuge peut-être, si tout va bien, s'ils se retrouvent pas à bivouaquer. Et nous, dans un quart d'heure après, on est dans la vallée et c'est fini, quoi. Alors, c'est magique. Avec ce mode de déplacement, vous êtes capable, par exemple, de faire la face nord de la Mèche, de Grande Jorasse, en aller-retour depuis Chamonix en une grosse après-midi. Hein. Ouais, c'est ça, en quelques heures, oui. Ouais, c'était assez fou, ça aussi. Oui, ça ouvre des perspectives vraiment folles. Hein. Et même en biplace, on l'a refait après à la journée en biplace avec un copain qui n'est pas parapentiste. On peut envisager on peut revoir vraiment toute la conception de la montagne. Alors évidemment, c'est très pointu. C'est pas accessible à tout le monde. C'est des années d'entraînement et puis de préparation à un niveau vraiment important dans toutes les disciplines, mais c'est possible, voilà. Donc quelqu'un qui voudrait vraiment s'y mettre, je pense que c'est accessible. D'autant que cette face nord des Grandes Jorasses, vous la grimpez, on le voit sur ces images, en solo intégral. Hein. Oui, cette fois-ci, j'étais en solo. Alors je le fais pas tout le temps comme ça, c'est même plutôt rare finalement, comme grimpe sans corde, mais là, il y avait des conditions exceptionnelles, donc là, ça rendait l'ascension plutôt sûre. Bon, puis après, j'ai des marges aussi, donc c'est OK, quoi, mais je fais pas ça tous les jours. C'est certain que là, c'était vraiment exceptionnel. Alors, le premier à avoir enchaîné solo et descente en parapente des Grandes Jorasses, je crois que c'est vous, oui. Julien. Hein. De cette façon-là, oui, je pense. Oui. Mais des alpinistes avaient bien avant vous bien sûr. Franchi cette face nord des Grandes Jorasses en solo intégral. Regardez. Ça peut paraître comme ça impressionnant de voir quelqu'un tout seul dans les Grandes Jorasses, mais c'est beaucoup de préparation avant, c'est beaucoup d'expérience. On a fait beaucoup de courses. Moi, ça fait des années que je pratique l'alpinisme, donc je connais la voie normale de descente, et surtout je me connais de mieux en mieux au niveau physique et au niveau mental, et ce qui permet de savoir un petit peu, de connaître ses limites. Et bon, c'est vrai que ce qui est humain, c'est toujours essayer d'aller voir jusqu'où on peut aller. Voilà, c'est un extrait du film Trouver la faille de Christophe Rozan-Vallon. C'était effectivement, il y a une bonne trentaine d'années, cette ascension de la face nord des Grandes Jorasses. Katia, Jean-Christophe, le parapente, c'était pas une discipline qu'il pratiquait. Non, pas du tout. Et moi, j'avais évoqué vaguement l'idée de m'y remettre et ça lui plaisait pas du tout. Il trouvait ça dangereux? Oui, et il voulait clairement pas que je m'y remette. Donc voilà, j'avais laissé un peu de côté, mais c'est pas, non, ça l'attirait pas. Bon, c'est pour ça qu'il dit, je pense à la descente, je connais l'itinéraire de descente. Bon, après, dans la pratique, c'est vrai que là, sur les images qu'on a vues, il ouvrait un nouvel itinéraire, c'était en artif. Ouais. Donc une autre technique d'escalade lourde avec des gros sacs, enfin plusieurs jours dans la face, c'est une démarche encore différente. C'est pas du rapide et léger, là c'est du lourd et long. Et une autre technique, voilà. Donc là, la démarche était un petit peu différente sur cette montagne-là, même si il y a beaucoup de similitudes entre Jean-Christophe et Julien dans leur façon d'aborder la montagne, de vivre la montagne et de la gravir. Oui, parce que ce qu'il dit là sur cet extrait, c'est ce que vous dites, Julien, dans d'autres films où on a pu vous interroger sur le solo. Oui, c'est très proche. Bien sûr, la psychologie, de façon qui amène à faire ça, est la même. Hein. C'est certain qu'on a beaucoup de similitudes. Tous les alpinistes, on se ressemble. Hein. Alors, si Jean-Christophe Lafaille a gravi les grandes parois des Alpes, il s'est aussi, et j'allais dire surtout, illustré en Himalaya. Il était parti à la conquête
des 14-8000 dans les années 90. Je crois que d'ailleurs, c'est vous un peu qui l'aviez orienté vers ce défi, Katia. Non, pas tout à fait. En fait, lui avait commencé à gravir les quelques 8000 sans vouloir s'inscrire dans un projet. Moi, si c'était que moi, moi je disais, pour les 8000, qu'est-ce que ça change d'être le premier ? Donc non. Par contre, après, c'était son chemin à lui. Donc moi, je l'ai accompagné là-dedans et je l'ai encouragé à s'inscrire dans un projet parce que ces 8000, c'est des budgets, c'est coûteux. Donc, pour les partenaires aussi... Médiatiquement, ça permettait de... On s'appuie sur quelque chose. On a un projet qui s'échelonne sur plusieurs années, qui donne un sens pour le suivre, qui donne un sens aux partenaires aussi, et qui donnait aussi un sens, une ligne directrice à Jean-Christophe qui aimait gravir les 8000, mais qui aimait gravir une face nord rapidement, qui aimait partir grimper en artif aux États-Unis, qui aimait faire de la cascade de glace. Donc, à un moment donné, on ne peut pas tout faire. Et l'Himalaya est très, très exigeant aussi. Il demande aussi une grosse préparation, des gros moyens. Donc, à un moment donné, il faut faire des choix. Et donc, on a eu cette discussion avec Jean-Christophe. Et donc, il s'est lancé officiellement. On a annoncé officiellement ce projet des 14-8000. Alors, vous n'étiez pas uniquement sa femme, on le comprend là dans vos propos. Hein. Vous faisiez partie de l'équipe, la manageuse. On vous voit là d'ailleurs avec le Toki en train de lui donner des informations alors qu'il est en haut sur une face himalayenne. Oui, là, c'est la face sud de l'Annapurna. Donc, effectivement, dans notre fonctionnement, j'étais son manager. Donc, on se connaissait très, très bien. Et donc, il y avait une grande confiance. Et même si on ne grimpait finalement pas ensemble, on ne pouvait pas partager ça physiquement ensemble. Virtuellement, on était une cordée, en fait. On fonctionnait en binôme, mais chacun, moi au sol et lui sur les montagnes. Il y avait une grande confiance. Et je le connaissais bien et voilà, et ça fonctionnait. Moi, je cherchais effectivement aussi les budgets, l'organisation. Enfin, c'était un gros boulot, mais qui était passionnant. Alors, l'histoire s'est terminée le 26 janvier 27 janvier 2006. Jean-Christophe n'est pas redescendu de son 11e sommet. Hein. Je crois que c'était le Makalu, 12e. Ouais. Ah oui, il en avait fait 11 et il était sur le 12e. Il était sur le 12e. Aujourd'hui, vous avez compris ce qui s'était passé. On n'a jamais retrouvé son corps. Hein. J'ai compris tout de suite ce qui s'était passé. Donc, il est dans une crevasse quelque part entre 7004 et 8000 mètres d'altitude. Mais voilà, je suis certaine qu'il est par là-haut, dans une crevasse. Vous espérez un jour qu'on retrouve le corps ou finalement c'est mieux comme ça ? C'est très bien. De toute façon, il est mort et on ne le reverra plus. Et voilà, si le glacier le rend, il le rend. Pour nous, ça mettra... Enfin, je pense aux enfants, je pense... ça symbolise, enfin, ça matérialise. Voilà, on sait, parce qu'il n'y a pas de corps. Donc, même si moi je sais, ça reste quand même... voilà, il n'y a pas de corps. C'est une disparition, Julien Hérilly, il y a une douzaine d'années, qui avait marqué le milieu de la montagne, comme celle d'Ulichtek a pu marquer également il y a quelques mois. Vous étiez un jeune alpiniste, même si vous n'êtes pas encore très vieux. Jean-Christophe Lafaille, c'était quelqu'un qui vous inspirait Oui, bien sûr. Bien sûr. Oui, c'était une personne hors norme, c'est certain. Et puis, qui savait très bien parler aussi de ce qu'il faisait, qui décrivait bien aussi ce qu'il ressentait. C'était intéressant. Sa dimension, en fait, était au-delà de la montagne. Donc oui, je pense qu'il a touché beaucoup de monde et dont je fais partie. Il a inspiré beaucoup de gens. Et encore de nos jours, hein, sa mémoire, elle est avec nous. Hein, ça change pas. Hein, c'est intemporel, en fait. Alors la montagne, c'est dans les gènes. Le fils de Jean-Christophe, Tom, est un grimpeur de très haut niveau également. Hein. Je crois qu'il est à 16 ans, il passe déjà du 8e degré. Oui, je pense qu'il y a quelque chose dans les gènes. Mais au-delà de ça, il y a une approche. Je pense qu'on a toujours vécu au pied des montagnes. Moi, je lui ai toujours montré les montagnes. Enfin, on a toujours été dans un milieu naturel. Donc, il y a toujours ce rapport, avant tout, très fort avec la nature. Et puis, les montagnes sont naturellement, je dirais, qu'il y est allé progressivement, naturellement. Et puis, il aime bien aussi se mettre des défis. Il aime bien aussi, il aime bien se mettre des petits challenges et puis se donner les moyens de les atteindre. Donc, il y a probablement quelque chose dans les gènes, mais il y a aussi son tempérament à lui, avec ses capacités à lui, qui lui sont propres.
Alors, ces fameux 14 8000, une trentaine d'alpinistes dans le monde ont réussi à les boucler. Toujours aucun Français. Jean-Christophe était l'un des derniers à s'être attaqué à ce défi. Julien, c'est quelque chose qui pourrait vous motiver dans le futur? Non, je pense pas. Je sais pas. Après, je vais pas dire. Je connais pas en fait. Je connais pas la très haute altitude. D'emblée, je crois que c'est quand même pas une chose qui m'attire. J'aime pas quand c'est trop long, qu'il faut passer beaucoup de temps à l'arrêt, à attendre. Je suis pas très patient. Donc je sais pas. Je vais peut-être découvrir ça prochainement. On verra. Mais bon, parler des 14, c'est complètement fou. Déjà, quand on connaît pas, on va déjà prendre les choses une par une. Mais je suis pas certain que ce soit la chose qui me motive. Moi, j'aime bien me déplacer rapidement en montagne. Alors, on vous voit d'ailleurs dans un autre couloir du massif du Mont Blanc, toujours en solo. On se fait peur quand même dans des passages comme ça où la moindre erreur. Non, là, non. Non, vraiment pas, parce que, comme je disais, il y a dans des une marges. confiance, une sérénité. Bah oui, je m'attaque pas à des choses qui sont démesurées par rapport au niveau que j'ai. Et puis, donc là, non, on n'a pas le droit de se faire peur comme ça. Hein. J'imagine pas faire du solo dans des choses comme ça en me faisant peur. Par contre, bien sûr qu'on est très concentré et qu'on sait que la chute n'est pas envisageable, mais j'en fais pas si souvent, en fait. Hein. Et quand j'y vais, c'est que c'est tout OK, quoi. Donc, non, on n'y va pas pour se faire peur, ça c'est sûr que non. Bon, on a peur pour vous quand même quand on voit Oui, alors c'est plus ça. Mais même moi, quand je les revois, je dis ouais, c'est quand même impressionnant, mais après, on se met dans un tel état psychologique, c'est comme on se met un peu en transe, enfin, dans un état vraiment d'hyper-réceptivité. Donc c'est très spécial. C'est un état très particulier qu'on n'atteint pas souvent, en fait. Et je dis pas que rien peut nous arriver, mais on capte les choses de manière vraiment très puissante. Tout ce qui nous entoure, tout est décuplé. Donc c'est un état qui est très fatigant, mais qui est très, très particulier et assez intéressant à vivre. Vous avez des projets en commun, si j'ai bien compris, toujours dans les ailes, dans d'autres régions du monde? Oui, dans d'autres régions du monde, dans les Alpes aussi, où on associe un petit peu tout, enfin fonctionner déjà le partage. L'accordé homme-femme, c'est quelque chose qui a bien marché, qui nous a bien plu, qui est logique, ouais. Partagé, grimper. Et à nous deux, moi en étant évidemment derrière Julien, mais voilà, on peut envisager des grandes faces, on peut grimper sur des parois de glace, des parois rocheuses et voler au sommet. Et voilà, donc il y a des beaux projets, je pense, vraiment des belles choses à partager. Bien sûr. Il y a beaucoup de similitudes même dans notre manière d'être. En fait, on vit un peu de la même façon, on s'entraîne tous les jours. Ouais, c'est étonnant cette connexion. Hygiène de vie, tout. Enfin, ouais, tout colle pour ça. Donc ouais, bien sûr, ça, on va essayer de faire des choses un peu partout. Ouais. Affaire à suivre. Donc. Oui, à suivre. Alors on peut voyager en montagne dans les airs, sur les parois qu'on vient de voir, mais on peut également voyager sur le plancher des vaches, ou plutôt, Christophe, celui des chiens de traîneau. Hein. Vous êtes un musher, c'est votre passion. C'est pas votre activité principale, hein, c'est vraiment un loisir. Du tout, vraiment loisir, pur loisir. Oui. C'est venu d'où cette envie de vous immerger dans ce milieu? Souvent, on nous pose la question, d'où et à quel moment, je ne sais pas bien. Depuis la plus tendre enfance, documentaires, animaliers, d'expéditions, enfin, voilà, des vidéos, des choses comme ça. Alors vous allez participer à l'édition 2018 de la Grande Odyssée. Je disais en introduction que c'est la course la plus difficile des Alpes. C'est un peu la référence. Je ne sais pas si on peut la comparer au Tour de France pour le vélo ou au Dakar pour les voitures, mais on est un peu dans ce registre-là. Quelque part, c'est une course qui a vraiment une spécificité différente des autres de par son caractéristique alpin. Voilà. Donc on a vraiment des dénivelés très très forts positifs à gravir tout au long des étapes. Et je crois pouvoir dire qu'il n'y a pas bien d'autres courses à ce jour qui arrivent à égaler ce genre d'étape. Oui, c'est une course itinérante où vous partez vous vous déplacez sur différents massifs avec différents paysages à chaque fois. On voit là sur ces images, je rebondis là-dessus parce que des petits chaussons pour les chiens, c'est ça? Tout à fait, c'est les chaussettes, oui, qui viennent un petit peu sur les chiens qui en ont besoin, suivant les différents neiges que l'on va rencontrer, notamment sur la neige coupante. Alors, c'est combien de chiens sur une course comme celle-là? Je les compte là rapidement, on dirait une dizaine. Voilà, c'est ça. On est en attelage 8-12 chiens. Donc, nous, pour notre part, on va tourner à 8 chiens. Avec un team donc, de 10 chiens. Donc, il y a deux remplaçants qui se remplacent. J'imagine que chaque chien a un rôle un peu particulier dans l'attelage. Là, vous êtes venu avec Fjord qui... Et c'est quoi c'est le chef du groupe? Alors, pas du tout. Deux choses différentes. Il y a l'esprit de meute, donc, dans laquelle on a le chef de meute,
bien évidemment, avec un ordre hiérarchique qu'ils vont instaurer eux petit à petit par rapport au nombre d'éléments. Et puis il y a leur place dans l'attelage. Donc on a devant nous, devant le traîneau, les chiens bien souvent les plus puissants, donc les plus forts et les moins rapides, ce qu'on appelle les wheel dogs. Devant eux sont les team dogs, des chiens qui sont capables d'être interchangeables, qui font leur boulot. On monte un petit peu plus haut, on a ce qu'on appelle les swings. Donc là, c'est les chiens qui sont en appel de devenir plus tard des chiens de tête. Et puis, pour finir, avec des chiens de tête. Donc les chiens de tête sont les chiens avec qui, vraisemblablement, nous avons le plus d'affinité. Donc c'est les chiens qui sont capables de répondre à l'ordre, droite, gauche, demi-tour, l'accélération, le stop, en cas d'urgence, et un tas d'autres choses. Vous leur parlez en français? Oui. Ah non, mais je parle pas anglais, donc... non, mais il pourrait y avoir un dialecte un peu particulier. Oui, alors sur le dressage, bien souvent, on utilise des langues un peu plus fortes, mais non, nous, on reste en français et ça se passe très bien. On les voit à l'image, ces chiens qui participent notamment à la Grande Odyssée. Il y a des races particulières autorisées ou finalement tous les chiens pourraient non, concourir? sur cette course, on est en classe ouverte, donc... tout ce qui est apparenté aux chiens nordiques. Et puis on a tous ces nouveaux chiens qui sont là maintenant, des Alaskan, qui sont bien plus forts et plus rapides que les nôtres. Mais les classes sont ouvertes, donc tout le monde concourt en même temps. Combien de kilomètres vous pouvez parcourir sur une journée? On était dans les records avec Julien et Katia tout à l'heure de distance. Alors sur une étape en course ou... Sur ces étapes de, oui, sur de la les Grande étapes, Odyssée, on n'excède pas les 50. 50-60 km. Vous pouvez aller beaucoup plus loin Alors sur des étapes de longue distance et sur des courses de longue distance, oui, les étapes peuvent être bien plus longues, le double voire le triple. Alors la particularité aussi de cette Grande Odyssée, c'est son côté itinérant avec certaines étapes qui vont se courir de nuit. Je ne sais pas si ça change quelque chose pour le musher, pour les chiens, pour l'ambiance. En tout cas, la nuit c'est toujours particulier. Alors les chiens apprécient d'autant plus la nuit que la journée. Donc ils sont bien plus excités. Pour eux, je ne pense pas que ça change grand-chose niveau vision. Pour nous, oui, tout à fait. Il faut vraiment avoir ce contrat de confiance avec notamment ces chiens de tête, puisque vous imaginez bien que sur 8 ou 10 chiens, nos premiers chiens sont à plus de 10 mètres de nous. Donc dans les courbes ou autres, ou alors tout simplement du brouillard, on ne voit pas ces chiens de tête. D'ailleurs, bien souvent, on voit que ces 4 premiers chiens devant soi. Donc à ce moment-là, il faut vraiment qu'il y ait un contrat de confiance entre eux et nous. Physiquement, pour un musher, une épreuve comme celle-là, sur une dizaine d'étapes, c'est compliqué à gérer? Oui, ça demande la préparation, puisque bien souvent on peut dire, le musher est debout, il laisse faire les chiens, et c'en est tout autre. On a une inversion de force à faire dans les courbes, retenir les chiens, et surtout, peu importe le nombre de chiens attelés, on se doit de les aider dans les montées. Donc vous poussez avec eux? On pousse et on court bien souvent, pas autant, mais une bonne partie de la course. Alors, le parcours passera notamment par la Haute-Maurienne. En ce moment, il y a des quantités de neige records. Je crois qu'on n'a pas vu de ça depuis une trentaine d'années. C'est un handicap pour les chiens quand il y a trop de poudreuse. On les voit là, à l'entraînement en train de nager un peu dans la fraîche. Voilà, tout à fait. Alors, pour les miens, c'est pas trop handicapant puisqu'on a pour habitude de les entraîner à ce genre de situation. Ayant pas les chiens les plus rapides, par contre, ils ont une certaine force. Voilà, donc peut-être qu'on pourra tirer notre épingle du jeu dans des conditions telles que celle-ci. Alors, il y a poudreuse, il n'y en a pas toute l'année, notamment à Tullin. Vous êtes basé en Isère. Comment vous les entraînez, vos chiens, en dehors de la période hivernale? Alors, l'entraînement se fait assez simplement, c'est-à-dire à l'aide d'engins motorisés et roulants, donc tels que le quad ou des karts sans moteur. Le choix, nous, s'est porté sur le quad donc motorisé. On le voit là. On peut le voir sur les images. Donc on est calqué un petit peu sur les entraînements des marathoniens. Donc on va démarrer avec un travail foncier, ce que j'appelle foncier, un travail de force, donc à tirer des fortes charges sur des petites distances. Et à cela, à mesure de notre avancement dans l'entraînement, on vient y incorporer des séries de vitesse. D'où l'utilisation du moteur à ce moment-là. Vous êtes prêt là pour la Grande Odyssée? Vous êtes fixé un objectif particulier? Alors le seul objectif, c'est de finir les 11 jours auxquels nous sommes engagés et avec des chiens, comme je dis bien souvent, qui arriveraient sur la ligne d'arrivée avec le sourire, voilà, et non blessés. Voilà. Eh bien, très bien. J'espère que vous arriverez au bout et avec le sourire. Vous avez déjà testé le traîneau à chiens, Julien et Katia? Non. Non? Moi aussi, ouais. Si? Ouais, j'adore, c'est génial. Le rapport au chien, c'est fantastique. Ouais.
Et ben voilà, puis cette épreuve là, la Grande Odyssée, je crois qu'elle permet aussi de découvrir des paysages assez incroyables. Vous pourrez suivre Christophe, non pas sur le terrain, parce que ça va vite, mais sur le site internet de la Grande Odyssée, tous les jours, il y a le compte-rendu des étapes. On va terminer cette émission, comme à chaque fois dans Grand Air, avec le JT de la montagne. Et on commence justement ce JT de la montagne par des images qu'on n'avait donc pas vues depuis au moins 30 ans. On est en Haute-Maurienne, donc entre Bessan et Bonneval-sur-Arc, et plus de 7 mètres de neige recouvrent la route qui relie les deux communes. C'est une avalanche consécutive aux fortes chutes de neige du mois de janvier qui a causé cet amoncellement de neige incroyable. Katia, vous habitez à Valorcine, de l'autre côté du col des Montées, dans la vallée de Chamonix. C'est un village qui est parfois aussi un peu coupé du monde par des risques d'avalanche. Oui, tout ça, ça me parle. Ça vous parle bien? Oui, ça me parle très très bien, oui. Ça arrive, cette année, on a déjà, la route a été fermée. Oui, il y a déjà eu plusieurs épisodes. Plusieurs petites fermetures de cols, oui. Là, on se sent isolé complètement, parce que... Prisonnier. Pour moi. Faut pas avoir une urgence. Non, faut pas avoir une urgence, ni avoir besoin de bouger, ouais. Bon, sinon, vous appelez Julien avec son parapente et voilà. Il vous sort... Il sort de ma tanière. Tous les massifs, en tout cas, ont été impactés par ces chutes de neige records. Près de chez vous, Julien, à la Clusaz, les pisteurs se sont même fait surprendre par l'ampleur des avalanches qu'ils ont eux-mêmes déclenchées. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo qui a tourné sur les réseaux sociaux. Elle est impressionnante, quand on sait qu'effectivement, ce sont les professionnels de la station qui l'ont déclenchée, qui ne s'imaginaient sûrement pas qu'elle prendrait une telle ampleur. Un gros aérosol après. Ouais. Ah ouais, là c'est un gros aérosol. Heureusement, ils vont se mettre à l'abri juste à temps. Ouais, ils vont dû se faire blanchir. Voilà, ils ont quelques brins de neige dans les cheveux, mais pas trop de dégâts. Alors, je ne sais pas si on aura le droit à une avalanche de médailles françaises aux Jeux Olympiques d'hiver. C'est dans quelques jours. Avec l'Isérois Martin Fourcade, leader du biathlon mondial, ça semble bien parti. Mais un autre Isérois pourrait également s'illustrer en Corée. Il s'appelle Maurice Magnifica et le fondeur de Saint-Nizier, vous le voyez, a remporté en décembre sa 7e épreuve de Coupe du Monde sur sa discipline favorite, le 15 km libre. Il est en tête du classement mondial de cette discipline. Il s'annonce donc comme un des favoris pour les JO de Pyeongchang. Par contre, l'autre Isérois de l'équipe de France de ski de fond, Robin Duvillard, médaillé de bronze, lui, il y a 4 ans à Sotchi, ne sera pas du voyage. Ses résultats du début de saison ne lui ont pas permis d'obtenir son billet. Le Villardien pourrait néanmoins obtenir une autre médaille olympique sur tapis vert, puisque son classement sur l'épreuve du 50 km en 2014, on le voit là à l'arrivée, il ne cesse de progresser. Il avait fini 6e, il est aujourd'hui 4e de cette épreuve suite aux suspensions ces derniers mois des athlètes russes pour dopage. Les Russes qui avaient réussi le triplé à l'époque sur cette épreuve. Robin, lui, s'alignera peut-être et même sûrement au départ de la foulée blanche. C'est sa course dans le Vercors. L'épreuve longue distance se déroulera cette année en février, du 3 au 7 février, pour marquer le début des commémorations des 50 ans des Jeux Olympiques de Grenoble. On aura l'occasion d'en reparler de cet anniversaire des JO. Je ne vous ai pas demandé tout à l'heure jusqu'à combien de personnes on pouvait mettre sur un parapente, Julien? Une douzaine. Une douzaine. On a des images qui le prouvent, qui datent un petit peu. Ce sont les militaires du groupe de haute montagne qui avaient testé. Alors, je ne sais pas s'ils sont une douzaine, là, mais... Un petit peu moins, là, sur cette fois. Mais j'en ai vu plus de 10, parfois. Là, ils ont 2 parapentes juxtaposés, mais j'ai vu une immense aile qui a été construite de plus de 100 mètres carrés, une fois, avec une 10 ou 12 personnes, je crois. Ouais, là, en plus, il est largue en parachute. Enfin, ils ouvrent un parachute derrière. Vous êtes déjà monté au-delà de 2 personnes? Oui, au-delà du bien sûr. Ouais. J'ai largué des shooters aussi en base jump. Ouais, c'est très impressionnant à voir. Ouais, c'est sympa à faire, ça. Ouais. Très bien, on vous invitera peut-être pour un record à 3, 4 ou... Qui sait? Ou 5. Toute la famille. Toute la famille. Merci en tout cas d'être venu. On va finir avec quelques images qui vont vous parler également, Julien. Oui. Le vol de nuit. Alors normalement c'est interdit, je crois, en montagne, mais vous le pratiquez, vous, de temps en temps. Sur des endroits connus. Et je ne sais pas si vous connaissez ce jeune speedrider qui s'appelle Valentin Deluc. Et il a sorti cette vidéo il y a quelques jours, une superbe vidéo qui mêle donc le ski et le parapente. Ça se passe au-dessus du glacier des Bossons, dans le massif du Mont Blanc. Sa voile est éclairée par une vingtaine de mètres de lampes LED. Ouais. Et on va se quitter donc avec ces images de ce vol
magique. Un montage signé Thibaut Gachet, un ancien de Télé Grenoble que l'on salue. Merci à tous. Merci. Merci. Hyundai, Jeanlin Automobile à Échirolles vous a présenté Grand Air.